18 heures pile. Donc, Est-ce bonsoir à tous. ouais. Oui, est-ce que, alors on va faire quelque chose. Est-ce que en bas à gauche de votre écran, normalement, donc pour ceux qui ne sont pas dans le live, c'est-à-dire ceux qui sont dans la salle avec nous, qui ont un avatar sur allspace.com, est-ce que vous pouvez mettre un petit cœur, un emoji cœur, pour nous dire que vous voyez bien le PowerPoint et que vous nous entendez bien? Super. Très bien, donc du coup, on va commencer. Donc, bienvenue à tous dans cette première édition du Crypto Night. Donc, on est vraiment fiers de pouvoir vous présenter un événement en live sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, depuis la réalité virtuelle directement. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. On va le voir dans une petite introduction de 5 minutes de cette envergure-là. Et donc, on va commencer donc par une petite introduction de 5 minutes. Ensuite, on va avoir un quart d'heure de présentation sur la récession économique actuelle donc, que nous connaissons. Par la suite, on va avoir une présentation par le Journal du Coin et par Morgan du Bitcoin, donc de ses tenants et aboutissants en fonction de la récession économique donc, qu'on aura évoqué un quart d'heure avant. Ensuite, on aura un petit point juridique par Titouan Galpin, qui est donc stagiaire juriste chez Ledger. Et enfin, on aura une séance de questions-réponses. Et j'ai oublié effectivement Guillaume Girard, qui va être aussi dans la, dans la partie récession économique avec Fanny Spichalakis. Donc voilà, donc je vais me présenter maintenant. Thibaut Langlois-Berthelot, donc je suis le fondateur et président de Cryptosphère. Nous sommes donc à peu près 6 à l'initiative de cet événement en réalité virtuelle. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, on va partir sur une petite contextualisation, une petite introduction de 5 minutes sur pourquoi est-ce qu'on fait un événement comme ça. Donc tout d'abord, pour contextualiser, donc la ruée vers la VR, c'est quelque chose qu'on a pu constater donc avec le confinement. Donc pour ceux qui ont suivi sur Internet, le prix des casques a augmenté, des casques de réalité virtuelle. Et donc voilà, on a jugé qu'une certaine ruée vers la VR est en train de s'opérer. Et c'est pour ça qu'on a lancé cet événement inédit en France, surtout dans l'univers associatif français. Donc notre projet associatif cryptosphère.org vous expliquera tout. Mais c'est du jamais vu, en tout cas, dans les associations Business School et Engineering Schools françaises. C'est parce qu'à Cryptosphère, on aime bien casser les codes et surtout croiser les codes. Petit clin d'œil aux ingénieurs. Donc notre proposition, c'est tout simplement de vous proposer environ 2 événements gratuits par mois dans cette réalité virtuelle. Donc ça ne sera pas forcément dans cette salle, ça peut être dans d'autres salles qu'on décorera. On va inviter des intervenants renommés de plein de sociétés avec lesquelles on travaille dans l'écosystème. Et en fait, dans plusieurs des écosystèmes dans lesquels nous sommes présents avec Cryptosphère, donc c'est-à-dire la blockchain, l'intelligence artificielle, les cryptoactifs, du coup récemment la réalité virtuelle, mais aussi l'Internet des objets. Voilà. Donc on essaye de vraiment vous démontrer des événements en direct et en HD. Donc on a passé beaucoup de temps pour essayer de vous fournir cette qualité. Et du coup, voilà, on rediffusera tout sur YouTube. Donc vous pourrez retrouver ces conférences, pas de panique, si vous n'avez pas pu les regarder en live, vous pourrez les retrouver sur nos réseaux sociaux. On va aussi faire des séances de questions-réponses à la fin de chaque événement parce qu'on veut qu'il soit interactif, le plus interactif possible. En tout cas pour ceux qui sont avec nous dans la salle, avec certitude, et puis aussi pour les autres qui nous regardent en direct des réseaux sociaux. Donc, alors, comment participer à ces formations? Ceux qui sont dans la salle, vous avez déjà tous compris, félicitations et merci pour votre présence. Et pour les autres, donc c'est très simple, vous suivez nos liens sur les réseaux sociaux. Merci à tous, pareil, de nous suivre en direct. Et la finalité, c'est quoi? C'est que vous pouvez profiter d'une formation gratuite en ligne effectuée par nos soins et par ceux aussi de nos intervenants. Alors, comment rejoindre notre projet? Donc, notre projet, il s'adresse que aux étudiants pour le moment. Et donc, il faut que vous fassiez partie d'une des écoles partenaires. Donc, vous avez toutes les informations sur notre site internet. Et vous pouvez postuler et intégrer. Donc, si vous êtes des étudiants en école de commerce ou en école d'ingénieur,
dans des villes où on n'est pas forcément présente. Si vous voulez créer une antenne, vous le pouvez avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis tout le monde peut nous contacter. Vraiment, nous restons ouverts aux professionnels pour travailler avec eux, pour organiser des événements, etc., etc. Je ne vais pas plus développer. Et on vous attend tous dans la KS Family. Voilà, voilà. Donc notre équipe actuelle de réalité virtuelle. Donc merci à tous. Vraiment, je tenais à vous remercier personnellement parce que on a donné beaucoup de notre temps. Il y en a certains qui sont déjà en stage, donc notamment Fanis et Emmanuel et Titouan Galpin, qui n'est pas encore sur les slides, qui sont tous les deux en stage. Donc voilà, ils ont donné de leur temps bénévolement et c'est toujours important à souligner. Donc maintenant, on va passer la parole à Guillaume Girard. Le micro. Et le parterre peut-être? Oui, je le pose sur la table. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Guillaume Girard. Je suis donc le responsable des actifs digitaux pour Cryptosphère. Avant ça, j'étais le responsable de l'antenne Piège Marseille. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Fanny, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Je retweet pas mal d'actualités et de recherches sur le monde des cryptos. Donc Guerilla V2, et vous pouvez évidemment nous suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait, à Cryptosphère. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'établir un petit peu le lien entre la récession économique, puisque selon l'INSEE, nous venons officiellement de rentrer en période de récession économique. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de comprendre la relation du Bitcoin, comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il peut réagir et comment il pourra réagir dans le futur. Donc on va commencer par un petit tweet qui est de Grégory Raymond, qui est donc journaliste chez Capital. Une transaction Bitcoin qui a été réalisée pour plus d'1 milliard de dollars ce vendredi, au moment même où les banques fermaient pour le week-end, de pair à pair, sans aucun intermédiaire. Donc aujourd'hui, c'est ça que représente le Bitcoin, c'est ce que permet le Bitcoin, et dans une période, vous imaginez bien, où il y a des incertitudes sur la solvabilité des banques, etc. C'est un des avantages de Bitcoin. Donc, pour le contexte économique, je pense que vous le connaissez tous aujourd'hui, on a eu un gros crack financier qui a beaucoup chuté. Donc là, vous pouvez voir sur ce graphique un historique des différents cracks financiers. Donc aujourd'hui, nous sommes à cette petite courbe jaune qui est revenue à moins 17%. Le contexte aujourd'hui des banques centrales qui impriment beaucoup d'argent, il y a énormément de plans de relance économique. Donc ça, c'est le contexte actuel. Comment a réagi Bitcoin? Donc on va voir que finalement, le Bitcoin n'a pas réagi comme beaucoup l'auraient espéré, puisque en général, on présente le Bitcoin comme un actif, voilà, contre les crises financières. Si les marchés tombent, le Bitcoin va monter. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est même pas du tout ce qui s'est passé, comme vous pouvez le voir, puisque le Bitcoin a connu une de ses pires journées de son histoire. Il est passé quasiment à moins 50% en une seule journée. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et quelles en sont les raisons finalement. Donc ce qu'on peut voir d'une part, c'est que cette chute de 50%, elle a été due en partie à cause d'un site de trading qui s'appelle BitMEX, qui permet de trader des produits dérivés, qui a connu une très forte période de liquidation, c'est-à-dire les traders qui utilisent ces produits dérivés pour parier sur la baisse du Bitcoin. Toutes ces personnes-là, au moment de la chute, se sont fait liquider. Et si vous voulez, le logiciel de BitMEX qui gère tous ces trades, si vous voulez, pour regrouper ces pertes, a commencé lui aussi à liquider les positions de ces traders. Et donc ça a fait un cercle vicieux, si vous voulez, qui a propulsé le Bitcoin à presque 3000 $ en quelques minutes. Et vous voyez, BitMEX a donc été hors ligne pendant 23 minutes. Et juste après, le prix du Bitcoin est remonté à 6000.
Donc ça a été une période de volatilité incroyable, d'instabilité du réseau. On peut voir qu'il y avait un spread notamment de 16% entre le prix du Bitcoin sur BitMEX et le prix du Bitcoin sur Coinbase. Donc on va dire que ce gros crash de Bitcoin, il est en partie dû à ce Black Friday qu'on a connu le 12 mars, mais aussi parce qu'il y a eu des instabilités, et notamment sur les plateformes de trading. C'est pour ça que dans les marchés financiers traditionnels, on a ce qu'on appelle des circuit breakers qui permettent en général d'éviter ce genre de baisse catastrophique. Donc on peut se demander finalement, mais pourquoi le Bitcoin n'a pas réagi comme on le pensait? On va voir qu'on va essayer d'aborder la corrélation entre les marchés financiers traditionnels et le Bitcoin. La première réaction des gens, ça a été de dire, eh bien voilà, historiquement le Bitcoin c'était un actif décorrélé, c'est un actif qui n'est pas en relation avec les marchés financiers traditionnels, et pourtant, vous le voyez sur le graphique à droite, la corrélation du Bitcoin avec le S&P 500, donc l'équivalent du CAC 40 aux États-Unis, a explosé. Vous le voyez, hein, c'est ces petits points rouges, est redescendu à la fin mars et actuellement est en train de remonter. Et donc on peut légitimement se poser la question si on est en train d'assister à un changement de paradigme pour le Bitcoin qui deviendrait finalement un actif comme les autres, corrélé au marché financier et qui ne servirait pas finalement à se protéger d'une crise financière. Malgré tout, ce qu'on peut voir, et si on se sert des datas aujourd'hui, c'est que historiquement, la corrélation du Bitcoin avec le S&P 500 elle est quasiment nulle, puisqu'elle oscille, on va dire, entre 0,15 et moins 0,15 d'habitude, mais que historiquement, vous le voyez ici, si on prend les 20 pires journées du S&P 500 et qu'on regarde la corrélation avec le Bitcoin, la moyenne de baisse du S&P c'était 3,77%, là où le Bitcoin c'était moins 0,040. Donc quasiment aucune corrélation. Et si vous voyez à droite, on peut penser que au fur et à mesure que cette crise est en train de se tasser, la corrélation entre le Bitcoin et le S&P va revenir à la normale, va rentrer dans sa valeur moyenne. Donc finalement, si le Bitcoin c'est pas un actif qui permet de se protéger contre les crises, ben, qu'est-ce que c'est? Et la question est légitime. Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Bitcoin ce n'est pas un actif pour se protéger contre les crises financières. Ce n'est pas un actif, comme vous le voyez sur ce truc, pour se protéger contre une récession classique. Le Bitcoin, c'est un actif qui est censé réagir à de l'hyperinflation ou une perte de confiance généralisée dans les marchés monétaires traditionnels. Donc, si vous voulez, c'est ça aujourd'hui le rôle du Bitcoin. C'est pour ça que beaucoup de gens ont été déçus par la réaction du Bitcoin et se sont demandé finalement, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux de cet actif? En plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en période de récession, les actifs qui sont donc risk-on, qui sont des actifs risqués typiquement comme le Bitcoin, qui sont très volatiles, sont immédiatement vendus par les asset managers et par les traders, puisqu'il y a une course à la liquidité, ce qu'on appelle un liquidity crunch, où tout le monde essaie d'avoir du cash très rapidement pour faire face à ses besoins de fonds de roulement, si vous voulez. Donc finalement, c'est ça qui s'est passé sur le Bitcoin, et c'est pour ça que cette chute a eu lieu, mais depuis, vous l'aurez remarqué sûrement, le Bitcoin a regagné plus de 50% de sa valeur, là où le S&P est toujours en baisse de 17%. Donc finalement, ce qu'on peut voir, et ce qu'on a vu en cette période de récession, c'est une opposition de deux philosophies. Une opposition entre le quantitative easing des banques centrales et le quantitative hardening du Bitcoin. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu passer ce meme sur Internet, money printer qui est censé symboliser un petit peu la folie des banques centrales qui sont en train d'imprimer, de se servir entre guillemets de la planche à billets autant que possible, là où le Bitcoin, lui, si vous voulez, sa politique monétaire est entrée dans le code, et on va venir dessus assez rapidement. Et finalement, on va voir que si la valeur
monétaire, donc le prix du Bitcoin peut changer, lui, sa proposition de valeur reste la même. Donc pour vous mettre dans le contexte un petit peu, donc ça c'est la balance sheet de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale. Vous voyez que depuis la crise de 2007, la Banque centrale n'a cessé d'augmenter ses achats d'actifs sur les marchés financiers. On était rentré dans une période début 2017, ce qu'on appelle la période de balance sheet normalization, c'est-à-dire où la Banque centrale petit à petit revendait ses actifs et devenait de moins en moins sur les marchés financiers, et hop, depuis la crise financière, on a imprimé quasiment 2,5 trillions de dollars. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces sommes que ça représente. Et voilà, finalement, c'est exactement ça. Les banques centrales ont réagi avec tous les outils qu'elles pouvaient pour faire face à cette crise. Parallèlement à ça, vous avez une masse monétaire de cash depuis 2008 qui a presque doublé, puisqu'on est passé de 40 trillions à 80 trillions de dollars en circulation. Ça, c'est la masse monétaire globale, ce qui veut dire finalement qu'il y a 2 fois plus de dollars en circulation aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Pourtant, et la question est légitime, est-ce que l'économie, elle, a été multipliée par 2 ? Voilà, donc ça montre une sorte de décorrélation entre les marchés financiers et l'économie réelle. Et donc finalement, en opposition, et c'est presque symbolique que ça arrive à ce moment-là, puisque le halving, Fanny vous le présentera tout à l'heure, aura lieu en mai 2020, c'est presque symbolique que cette action de la Banque centrale, non conventionnelle, arrive en opposition à la politique monétaire du Bitcoin qui est ancrée dans son code. Et comme vous le voyez ici, c'est prévu, nous savons avec certitude que dans le temps, voilà, à la fin, le nombre maximum de Bitcoin en circulation sera de 21 millions et que son inflation monétaire sera divisée par 2 tous les 4 ans. Donc vous voyez ici sur la courbe rouge, c'est ce qu'on appelle le halving. Et donc finalement, c'est ça la force du Bitcoin en temps de récession économique, c'est d'avoir cette sûreté, c'est d'avoir cette confiance dans le protocole qu'il ne changera pas, peu importe ce qu'il se passe. Et c'est la possibilité pour les gens d'être sûrs, d'être protégés finalement contre l'inflation que peut apporter l'action des banques centrales. On l'a remarqué par exemple aux États-Unis, les citoyens américains qui gagnent en dessous de 100 000 euros par an vont tous recevoir un chèque de 1 200 $ de la part du gouvernement américain. Et immédiatement à ce moment-là, le nombre d'achats sur le site Coinbase, équivalent à exactement 1 200 $, a été multiplié par 4. Donc les gens, avec l'argent qu'ils reçoivent, immédiatement, ils achètent du Bitcoin. Et en plus de ça, en cette période de krach financier, eh bien, finalement, on a une réaction positive des holders. Donc les holders, c'est ceux qui détiennent du Bitcoin, c'est ceux qui y croient le plus fermement. Et finalement, en plus d'une résilience du protocole Bitcoin face aux changements, on va dire, macroéconomiques, finalement, il y a aussi une résilience de la communauté qui, elle, n'a pas changé et n'a pas vendu le Bitcoin, même si il a connu une perte de 50%, parce que c'est des personnes qui sont là sur le long terme. Et finalement, on va essayer d'expliquer quelles sont les raisons de cet optimisme chez les holders, pourquoi ils n'ont pas vendu, et quelle est leur mentalité. Alors, Fanny, peut-être que tu reviens en arrière. Ah, il manque la slide. C'est pas grave, je vais vous la présenter à l'oral du coup. C'était un graphique présenté. Si vous voulez, au moment de la chute du prix du Bitcoin de plus de 50%, on a remarqué donc sur la blockchain Bitcoin que c'est 281 000 Bitcoins qui ont été transférés dans les exchanges pour être vendus par des gens qui détenaient du Bitcoin depuis moins de 30 jours. D'accord ? Donc plutôt des gens court-termistes qui avaient acheté du Bitcoin récemment. Par contre, les personnes qui détenaient du Bitcoin
depuis plus de 1 an, elles n'ont transféré que 4131 bitcoins. Ce qui montre bien que la majorité du crash était due d'une part à un rush vers la liquidité, d'une autre part du fait que les exchanges n'ont pas fonctionné comme ils devaient. Il y a eu énormément de volatilité qui s'est créée à cause du mauvais fonctionnement de ces plateformes, et finalement que cette baisse elle a été drivée par des gens court-termistes qui ont voulu directement vendre le Bitcoin, là où les holders de long terme, eux, ont conservé leur Bitcoin. Et je vais laisser Fanny nous expliquer peut-être ces holders, qu'est-ce qu'ils voient dans le Bitcoin et pourquoi ils y voient un intérêt de le détenir aussi longtemps. Voilà. Ok, merci Guillaume. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Faites un petit cœur si vous m'entendez bien. Yes, super. Cool. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui d'un modèle statistique qui a fait pas mal parler de lui, qui est sorti il y a à peu près un an, autour d'avril 2019, qui est le modèle Stock to Flow, et donc qui se base sur une étude statistique de la valeur des bitcoins mise en corrélation avec une autre donnée pour analyser, finalement, essayer de trouver un moteur au prix. Et donc l'idée, vous voyez dans le titre, c'est que l'un des moteurs du prix, enfin de la valeur de marché de Bitcoin, c'est la rareté. Donc tout d'abord, pour planter un peu le décor, de quoi est-ce qu'on parle? Donc je vais parler ici, je vais introduire la notion de stock to flow pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. Je vais ensuite évoquer le modèle dont je parlais, qui est un modèle statistique pour la valeur de Bitcoin. Et après, je vais voir ce qu'on peut en déduire et ce qu'on ne peut pas en déduire, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un modèle statistique et que ça a donc des limites. Donc le ratio stock to flow, pour commencer, c'est une mesure qui est assez utilisée notamment quand on parle des métaux précieux. Et donc c'est tout simplement la division avec le stock existant en haut et les nouvelles unités produites en une année en bas. Donc si on prend l'exemple de l'or, c'est la totalité d'or qui est détenue dans des coffres, donc dans les banques, par des particuliers, donc la totalité du stock d'or mondial, divisée par la production annuelle d'or. Donc bien sûr, la production annuelle et le stock ils varient légèrement d'une année à l'autre, mais notamment pour l'or, c'est à peu près stable depuis quelques années. Et donc, en faisant cette division, donc, on obtient par exemple pour l'or un stock to flow d'environ 62. Pour l'argent, c'est plutôt autour de 20. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Et donc pour le Bitcoin, oui par contre, le Bitcoin, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est encore plus facile de le calculer. Dans le cas de l'or, on est obligé de faire des projections, des estimations, aussi bien sur la quantité d'or qui est détenue de par le monde que sur la production annuelle. Alors qu'avec Bitcoin, on peut très facilement calculer le nombre de blocs émis et donc le nombre de Bitcoin nouvellement émis, tout simplement en faisant des requêtes à la blockchain Bitcoin. Et on connaît de la même façon, très exactement, le nombre de Bitcoin en circulation, de la même façon en faisant des requêtes à la blockchain Bitcoin. Donc de ce point de vue-là, c'est carrément mieux parce qu'on peut calculer très précisément. Mais donc la question, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant de calculer ce stock to flow? Donc alors peut-être que vous l'aurez compris, mais le stock to flow, en divisant les stocks par les quantités nouvellement émises, c'est une bonne mesure de la rareté. Pourquoi? Parce qu'on peut distinguer, et c'est ce que fait Seyfedan Amous dans son livre qui s'appelle The Bitcoin Standard et que je conseille vivement à la lecture, plutôt en anglais parce qu'apparemment la version française est pas top, mais bon. On peut distinguer la easy money de la hard money. Donc la easy money, c'est l'idée que si un bien commence à être utilisé comme réserve de valeur par trop de personnes, mais que d'un autre côté, il est facile pour les personnes qui produisent ce bien d'en augmenter l'offre, alors mécaniquement, puisque le prix augmente du fait que beaucoup de personnes choisissent de l'utiliser comme réserve de valeur, eh bien ces producteurs vont chercher à augmenter leur production, parce que ça leur fait un bénéfice plus important. Mais ce faisant, ils augmentent l'offre et donc ils vont rabaisser le prix vers le bas. Et donc il y a un mécanisme comme ça, c'est l'offre et la demande, qui fait qu'en utilisant quelque chose qui comme ça peut facilement être produit, on ne peut pas avoir une réserve de valeur qui conserve sa valeur dans le temps. Imaginons par exemple que quelqu'un décide de stocker 10% de sa fortune dans le cuivre et que c'est quelqu'un de très fortuné.
à ce moment-là, il va déstabiliser le marché du cuivre parce qu'il va injecter beaucoup d'argent. Du coup, ça augmente la demande en cuivre, donc le prix augmente. Mais il se trouve que le cuivre est l'un des métaux les plus abondants dans la croûte terrestre. Du coup, les producteurs de cuivre, ils ont juste une opportunité en or, puisqu'ils peuvent extraire encore plus de cuivre et le vendre plus cher. Ce faisant, ils augmentent l'offre, et donc le prix redescend. Et donc la personne, au final, n'a pas vraiment conservé sa valeur. À l'opposé, on a la hard money, donc par exemple l'or, où même si beaucoup de personnes décident d'utiliser ce bien comme monnaie et comme réserve de valeur, eh bien, les producteurs d'or n'ont pas la capacité d'augmenter de beaucoup l'offre. C'est-à-dire que l'élasticité de l'offre est très faible. Donc ils vont pouvoir l'augmenter un peu, mais ils sont très vite limités. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de la hard money. Et le stock to flow est une très bonne mesure de la dureté, si on peut le traduire comme ça, d'une monnaie. C'est-à-dire que plus un stock to flow est élevé, et plus on est en présence de hard money. Donc c'est pour ça que l'or, qui a un stock to flow très élevé, le plus élevé de tous actuellement, et de tous parmi tous les métaux, est particulièrement intéressant comme réserve de valeur. Et ce qu'il faut voir, Guillaume a parlé du halving tout à l'heure, je vais revenir quelques slides en arrière, c'est que comme le stock to flow consiste en le rapport entre le stock existant et les nouvelles unités, à chaque halving, il est multiplié par 2, puisque la partie nouvelles unités, donc annuelle, est elle divisée par 2. Et donc c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, le stock to flow de Bitcoin est à 25, mais ça veut dire que dans un mois, un peu moins maintenant, il sera à 50 et que 4 ans plus tard, il va passer à 100. Et donc, il y a quelqu'un qui, sûrement à la lecture de ce Bitcoin Standard, a décidé d'essayer de faire un modèle sur le prix de Bitcoin et pour voir si finalement la rareté de Bitcoin, qui est mesurée par son stock to flow, peut expliquer sa valeur. Donc cette personne est pseudonyme, donc on connaît juste son pseudonyme Plan B. Sur Twitter, son pseudonyme c'est 100 trillion USD. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que la rareté est un moteur prépondérant dans la valeur de Bitcoin? Et donc pour y répondre, il décide de faire des stats, d'observer les données et de voir s'il peut en extraire un modèle. Donc c'est ce qu'il fait là. Alors, je vous invite à regarder le graphique sur la droite. Donc dans un premier temps, on va regarder plutôt les points colorés. Donc les points colorés, à l'exception des 2 plus gros points, le gris et le jaune, qui sont respectivement pour l'argent et l'or, mais tous les autres petits points colorés, ça correspond au stock to flow de Bitcoin et à son prix. Donc ils sont à l'intersection des deux. Et donc c'est au fur et à mesure du temps. Donc les points les plus à gauche, c'est il y a le plus longtemps, on va dire, et les points les plus à droite, c'est ceux les plus récents. Et donc ce qu'on constate, d'abord, c'est qu'effectivement, quand le stock to flow augmente, donc au fur et à mesure des années, il semble y avoir une augmentation du prix. Donc pour recueillir ces datas, petit point méthodologique, il a essayé il a pu récupérer les données sur le nombre de blocs par mois, et donc du coup, puisque les récompenses sont connues, le nombre de bitcoins nouvellement émis chaque mois directement sur la blockchain. Et pour récupérer les prix, il a fait comme il pouvait, notamment pour les dates les plus anciennes, où c'était un peu compliqué d'avoir un prix, du fait de la faible liquidité du marché Bitcoin. Et il a aussi décidé de retirer le premier million de l'équation, le premier million de Bitcoin, puisqu'ils n'ont pas bougé depuis très longtemps. C'est ceux de Satoshi. Et donc, sur ces données-là, il fait ce qu'on appelle une régression linéaire. Donc, une régression linéaire, c'est cette droite noire qu'on voit et qui semble passer à peu près par les points. Et donc, c'est à peu près ça, une régression linéaire. Pour le dire simplement, c'est voir quelle équation correspond bien aux données qu'on collecte sur le terrain. Et donc, avec cette régression linéaire, il a l'équation de la droite. Et il a aussi 2 caractéristiques de la régression linéaire, qui sont le coefficient R2 et la valeur P. Donc, c'est les valeurs qui sont en haut à gauche. Et donc, le coefficient R2, il permet de dire s'il y a une bonne corrélation entre les données. Et donc, un R2 là d'environ 95, surtout en économie, c'est quelque chose de très important. Ça montre qu'il y a effectivement une bonne corrélation entre les données. Autrement dit, qu'a priori,
effectivement, la rareté qu'on mesure grâce au stock-to-flow est bien un moteur de la valeur de Bitcoin. Et autre chose, c'est la p-value qui est intéressante. La p-value, elle permet d'estimer la probabilité que cette corrélation soit due au hasard. Et que finalement, ce qu'on mesure, c'est juste du bruit statistique. Donc plus elle est basse, mieux c'est. Et donc là, on peut voir qu'elle est à 2 fois 10 puissance moins 17, c'est-à-dire 0, 1 virgule, 17 0 et 1 2. Donc très faible. Alors, petite anecdote statistique sur le sujet encore. Donc il y a eu un débat à un moment donné parce qu'effectivement, pour pouvoir faire une régression linéaire de la sorte et obtenir des résultats qui statistiquement veulent dire quelque chose, il faut qu'il y ait un certain nombre d'hypothèses qui soient rencontrées et qui ne l'étaient pas. Mais il y a un cas particulier où c'est pas grave si les hypothèses ne sont pas satisfaites, et c'est le cas de la co-intégration. Donc je ne rentre pas plus dans les détails. Vous pourrez lire ça, ça a été documenté sur Internet, mais ici on est bien en présence d'un cas de co-intégration, et donc le fait de calculer ainsi la corrélation est valide. Et donc on a bien une corrélation importante, donc une corrélation à 95%, ou plutôt une co-intégration si on veut être très précis, entre la rareté de Bitcoin et sa valeur de marché. Mais alors qu'est-ce qu'on observe en regardant la courbe? Parce que donc ce qu'on a là, c'est un modèle qui fit bien avec les données passées. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'extrapoler et de voir ce que ça peut nous dire sur la valeur future. Et donc ce qu'on constate, c'est que la capitalisation totale du marché du Bitcoin, un peu après le halving, en 2020, elle devrait atteindre les 1000 milliards de dollars. Et donc ce qui équivaut à peu près à un Bitcoin à 55 000 dollars l'unité. Donc je rappelle que la ligne est dans un mois. Donc ça a déchaîné les passions, parce que ça semble prédire en tout cas une hausse importante du prix à court terme, ou bientôt. Alors, une petite digression encore, on a reproché à ce modèle de ne pas prendre en compte l'autre partie de l'équation, c'est-à-dire qu'il se concentre sur la question de l'offre, avec la notion de stock to flow, qui finalement est très liée à l'offre, puisqu'on mesure le stock et on le divise par l'offre annuelle. Mais on lui reproche d'avoir passé sous silence la question de la demande. Et en fait, il ne le fait pas vraiment. Donc certes, elle n'est pas abordée dans le modèle, mais comme le souligne Saif Danamous dans son livre The Bitcoin Standard, les gens, quand ils sont libres de choisir n'importe quelle monnaie n'importe quel bien comme étant leur monnaie, la réalité est que au fil du temps, ceux qui ont choisi une hard money, donc avec un stock to flow élevé, ont perdu assez peu de valeur et ont donc un avantage par rapport aux autres. Et plus loin dans son livre, il dit aussi que dans un contexte de marché libre, les gens vont avoir spontanément tendance, au fil du temps, à plutôt s'orienter vers les monnaies avec un stock to flow élevé. Donc finalement, Carolina, la question de la demande est un peu périphérique à la notion de stock to flow. Carolina, est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît, on t'entend? J'ai dit. Ouais. Merci. Et donc du coup, la question que beaucoup de gens se sont posées et qui a permis d'attaquer un peu le modèle, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir un Bitcoin à 55 000 dollars en 2020? Puisque effectivement, c'est une hypothèse qui peut sembler un peu osée. Alors ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que d'une part, effectivement, c'est ce que semble indiquer le modèle. C'est-à-dire dans les grandes lignes, le modèle dit que, a priori, si on reste comme ça, dans les quelques mois qui vont suivre le halving, on aura mécaniquement, à demande constante ou croissante, un prix de marché pour le Bitcoin de 55 000 dollars. Donc pas le lendemain du halving, bien entendu, parce qu'il y a un certain temps, une certaine latence, et on la voit sur la courbe après chaque halving. Donc les points rouges, c'est juste après le halving. On voit qu'il y a un décalage entre le moment où le halving se produit et le moment où le prix augmente de nouveau. Donc effectivement, ce que le modèle dit, c'est que quelques mois après le halving, le temps que le marché absorbe le choc dans l'offre qui est créé par le halving, on aura effectivement, a priori, une augmentation du prix. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est un modèle. Donc un modèle statistique, ça sous-entend qu'il y a tout un tas d'hypothèses qui sont faites, qui doivent être connues en général du statisticien qui fait le modèle, mais qui donc doivent être remises en question également. Et puis, il faut avoir aussi à l'esprit qu'il y a tout un tas de modèles prédictifs du Bitcoin, pour ceux qui étaient là depuis longtemps, qui ont été faits à des époques et qui, après, par la suite, se sont révélés complètement faux, parce que finalement, la réalité divergeait par rapport au modèle. Alors, à quoi ça peut être dû, d'ailleurs, que la réalité diverge? Eh bien, ça peut être dû à plein de choses.
Euh, et donc, je vais y venir dans la conclusion. Donc, pour récapituler tout ce que j'ai dit dans cette présentation, que j'ai espéré clair, le modèle stock-to-flow, donc, il permet de conclure qu'effectivement, il existait par le passé une relation significative entre le stock-to-flow, et donc la rareté du Bitcoin, et sa valeur de marché. En plus, ce qu'on a observé, c'est que, je remets la slide, on a un alignement, les valeurs, les points de l'or et de l'argent, qui sont pourtant des marchés très différents du marché du Bitcoin, semblent également à peu près alignés sur la même droite. Donc ça, c'est assez encourageant, parce que l'un des dénominateurs communs entre le Bitcoin et l'or, et l'argent aussi, c'est justement leur stock-to-flow élevé. Donc c'est plutôt encourageant sur le fait qu'effectivement, avec le stock-to-flow, on a bien réussi à capter un moteur prépondérant dans la valeur de marché de Bitcoin. Mais par contre, d'une part, il y a des effets de bord, donc au sens physique du terme, c'est-à-dire des effets qui se manifestent uniquement dans des valeurs élevées ou petites, qui sont à prendre en compte, et notamment lorsque le stock-to-flow de Bitcoin va être très élevé, donc dans plusieurs dizaines d'années, à ce moment-là, bien sûr, il se peut qu'il y ait un effet de plateau sur le prix et que le prix n'aille pas aussi haut que ce que prévoit le modèle stock-to-flow, mais donc ça, c'est dans un certain temps. Et enfin, la valeur du Bitcoin est bien entendu dépendante d'une multitude d'autres facteurs qui sont en dehors du modèle et que donc le modèle considère par hypothèse comme négligeable. Mais c'était peut-être vrai avant, et il se peut très bien que certains de ces paramètres deviennent plus importants par la suite. Par exemple, la réglementation pour le moment a assez peu joué, mais il se pourrait qu'une réglementation hostile au Bitcoin soit un frein au moteur qu'est la rareté, et donc vienne à peser plus sur la balance, ce qui rendrait le modèle invalide sur le long terme. Donc pour conclure, a priori le modèle statistiquement est correct, mais il y a tout un tas de paramètres qui peuvent évoluer et qui peuvent finalement changer la donne. Et voilà. Bah, bravo Fanis, franchement c'était très clair et merci pour cette transition que je n'aurais pas mieux fait. Est-ce que du coup tout le monde m'entend? Est-ce que vous pouvez juste mettre un petit smiley content ou une main en l'air? Histoire que je... Parfait. Je vais essayer de rendre ça un peu dynamique en me déplaçant. Donc comme l'a dit Fanis, là on va aborder la question juridique. On va essayer de rendre ça un peu dynamique et de ne pas y passer trop de temps. Donc au niveau juridique en fait, il faut savoir que il y a une place, la place économique que va avoir Bitcoin dépend en grande partie de la place juridique que les autorités vont bien vouloir lui laisser. Donc que ce soit, alors je parle au niveau des tribunaux, comment est-ce qu'ils vont juger les affaires, ça va être la régulation qui va être mise en place au niveau national, mais ça va être aussi finalement la régulation au niveau international. Donc celle-là c'est la plus intéressante, même si c'est la moins contraignante en vérité. Parce que voilà, en fait, toute la question, elle est résumée ici, simplement. Comment réguler quelque chose d'inarrêtable? On sait tous ici que, et j'espère aussi ceux qui nous regardent, le Bitcoin en soi ne peut pas être arrêté. Par contre, là où on peut atteindre Bitcoin, finalement, en fait, c'est dans les tierces parties avec qui il interagit et qui facilite aujourd'hui l'accès au grand public. Je veux dire, qui parmi nous, là, dans la salle, n'a pas un compte sur Kraken ou un exchange. Donc toute la question, voilà, ça va être de savoir au niveau, on va plutôt, ouais, oui. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème, hein, j'ai une connexion internet. Il y a un très léger écho, toutefois, apparemment, je l'entends un peu, et sur Twitch, ils disent qu'il y en a un léger, il est très léger, donc si ça dérange pas plus que ça, on peut continuer. Ok, d'accord. Ouais, je l'entends aussi. Donc toute la question, je le disais, est celle des pouvoirs publics. Comment est-ce qu'elles vont faire pour limiter finalement ce quelque chose qui est inarrêtable, pour en limiter les dérives, donc invoquant très souvent tout ce qui est mesures pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Donc on va pouvoir rapidement faire un retour historique, enfin un petit historique finalement, de la régulation, et donc du coup ce qui nous amène à la situation actuelle, et éventuellement on se penchera sur comment ça va évoluer. Voilà. Donc la timeline en soi elle est assez simple, parce que jusqu'à 2018 les pouvoirs publics, que ce soit tant nationaux qu'internationaux,
connaissaient pas vraiment l'existence de ces crypto-monnaies, donc s'étaient pas penchés sur la question. Une des premières, donc des premiers points là qu'on peut voir ici, donc c'est juin 2018, donc après l'énorme pic d'investisseurs, notamment au niveau européen. On a eu la 5e directive anti-blanchiment d'argent. Donc là, qui avait pour but d'imposer, notamment par exemple aux exchanges, des procédures de Know Your Customer, donc tout ce qui est contrôle d'identité quand vous fournissez votre passeport, des pièces d'identité, des relevés, des justificatifs de domicile. Donc voilà, et donc qui nécessitait une transposition européenne. On a pu le voir notamment en Hollande, qui n'était pas forcément amicale. En France, ça a pu donner la loi Pacte, avec notamment du coup la définition des PSAN, des prestataires de services d'actifs numériques. Et donc du coup une liste de 10 activités qui sont soumises à réglementation, dont 2 qui sont soumises à agrément de l'AMF, donc les exchanges crypto fiat et les custody de crypto pour compte de tiers, donc c'est-à-dire la détention finalement de fonds pour compte de tiers. Donc ça c'était déjà un peu contraignant pour finalement une économie qui venait de naître, mais c'était sans compter en 2019, alors Fataf Gafi, qui n'est autre finalement que le régulateur en matière financière, l'équivalent du G20. C'est un peu l'équivalent de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers au niveau mondial, qui là a émis un rapport qui était assez lourd et qui se voulait contraignant pour tous les pays, bien qu'ils n'en aient pas la force, mais qui demandait en fait une transposition. Alors notamment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est issu de ce rapport et de cette série de recommandations qu'il y a la travel rule. Donc par exemple, le fait que quand vous échangez de l'argent entre 2 exchanges, ils doivent se transmettre toutes les informations chacun sur leurs clients. Ce qui est une procédure assez lourde, qui est équivalente au niveau bancaire en fait pour une industrie pareil toujours qui est naissante. Donc toujours dans le but finalement de régler les problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Donc ça, je vous ai dit que c'était pas contraignant, mais cette réglementation, elle a pour but d'être appliquée d'ici juin 2020, et il y a 40 points qui sont examinés. Et ça nous amène donc à 2020, donc là où on est en ce moment. Et en fait, le FATF donc, a déjà commencé son contrôle de conformité auprès des États, notamment par exemple auprès des États-Unis, qui sont encore non conformes sur 9 points. On a récemment, ça tombe un peu à pic, le FSB qui s'est penché sur la question des global stablecoins. Et donc tout ce qui ont pour but finalement de réguler cette activité, et en fait qui malgré eux, alors volonté intentionnelle ou non, mais de juguler un peu cette économie issue de l'innovation qui vit en parallèle du système financier, lui fait concurrence. Donc est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc finalement... Ah, il y a quelqu'un qui... Ok, très bien. Donc là, tout l'intérêt finalement, en fait, c'est pour l'avenir. Quelle place économique aura le Bitcoin? En fait, j'ai envie de vous dire, la place économique qu'aura le Bitcoin, c'est celle aussi que les pouvoirs publics voudront bien lui laisser. À l'heure actuelle, c'est quand même vu, même si de plus en plus il y a un intérêt marqué de la part des pouvoirs publics qui veulent développer par exemple leur monnaie de banque centrale. Même s'il y a un intérêt qui est grandissant, on sent qu'il y a une certaine défiance. Et ils ont bien compris qu'à défaut de pouvoir arrêter Bitcoin, ils pouvaient arrêter les tierces parties, ou du moins leur imposer une réglementation assez lourde. Donc je vous parlais tout à l'heure de la transposition hollandaise de la 5e directive anti-blanchiment. Elle est tellement lourde que les contributions que doivent payer les sociétés crypto est plus élevée que l'équivalent pour un organisme bancaire ou de crédit, ce qui a conduit soit les entreprises à fermer, soit à se délocaliser, notamment au Panama. Donc finalement, et pour conclure, si la promesse de valeur du Bitcoin reste la même, en fait son accès risque d'être de plus en plus compliqué, de plus en plus contraignant, parce que c'est visiblement la volonté des pouvoirs publics, et ça pourrait en fait finalement, pire que retarder son adoption,
à terme même la limiter, et ce qui du coup rejoint l'analyse de Fanis sur le stock to flow, et limiter donc non pas l'offre, mais la demande. Mais là-dessus, bah, finalement, bien malin qui pourra le dire, et l'avenir se chargera de nous éclairer là-dessus. Merci à tous, et je vais maintenant passer la parole à Morgane. Merci, je me permets de faire une petite interlude. Merci beaucoup Titran pour cette présentation. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux. On est désolé pour le périscope, il y a eu un petit problème, donc vous pouvez tous aller sur Twitch. Et donc là, Morgane va faire une petite présentation, et puis après, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc merci pour tous de continuer à nous suivre. Vas-y Morgane, je t'en prie. Donc, bonsoir à toutes et à tous, je suis donc Morgan, représentant du Journal du Coin ce soir, et je vais essayer de ne pas faire une présentation trop technique cette fois. Je vais plutôt me mettre finalement dans la peau d'un anarcho-capitaliste qui va considérer Bitcoin de son œil critique et regarder un peu ce qui se passe depuis sa création. Est-ce que vous m'entendez bien? Évidemment, je vais demander voilà, les petits cœurs, les mains levées, ça a l'air d'aller, c'est très bien, on va pouvoir commencer. Donc comme vous le savez tous, Bitcoin a été créé en 2008 et son premier bloc a été miné le 3 janvier 2009. Et Satoshi Nakamoto, le créateur ou la créatrice ou les créateurs de Bitcoin, a introduit une phrase dans ce bloc qui était codé en hexadécimal, donc dans ce bloc de genèse, et qui contenait donc cette mystérieuse phrase « Chancellor on brink of second bailout for banks ». Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais en fait ça correspond à la couverture du Times du même jour, le 3 janvier 2009, et qu'on peut voir sur la slide suivante. Hop. Et qui en fait, ce chancelier, ce fameux chancelier, c'est le chancelier de l'échiquier, qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, Alistair Darling, et qui est en fait on va dire le ministre des Finances britannique, et qui avait décidé de bail out les banques. Donc qu'est-ce que c'est bail out les banques? C'est tout simplement les abreuver de liquidités lorsqu'elles ne vont pas très bien, et là nous étions au lendemain de la fameuse crise de 2008. Donc c'est une crise qui a été intitulée crise des subprimes, mais qui a en réalité en fait découlé énormément des fameux credit default swap, donc qui sont des produits financiers dérivés assez ésotériques qui avaient été créés par la fameuse Blythe Masters, qui a été longtemps à la tête du département des matières premières de la JP Morgan, et qui donc a provoqué par des produits dérivés qui étaient basés sur des défauts de crédit, a provoqué un effondrement généralisé du système, et il a notamment fallu mettre en faillite la Lehman Brothers. Donc ça correspond à la photo qu'on voit ici à droite. Et finalement, le message qu'a voulu sans doute nous faire passer Satoshi dans ce bloc de genèse, en faisant référence au titre de cet article du Times, c'est probablement qu'il avait créé Bitcoin en réponse à la folie de ce système financier. Et le but finalement de Satoshi à la base, c'était pas forcément de fournir un instrument spéculatif à l'humanité, c'était pas forcément de créer un or numérique, c'était avant tout, comme il l'a dit dans son white paper, de créer un système de cash, c'est-à-dire d'argent liquide, pair à pair, mais numérique, contrairement à l'argent liquide qu'on connaît tous, fait de pièces et de billets. Alors je sais pas si celui qui est assis, tu me vois secouer la tête. Et donc finalement, ça pourrait se résumer assez facilement par une assez célèbre phrase d'Andreas Antonopoulos, qui est un des plus fervents militants pour Bitcoin et qui est un conférencier bien connu de la cryptosphère. Et il dit cela ici, il dit « Bitcoin is not a get rich quick scheme, it is a get free scheme ». Ce qui peut se traduire en fait par « Bitcoin n'est pas fait pour être riche, en tout cas pas fait pour être riche rapidement, c'est fait pour être libre ». Et en réalité, Satoshi, c'est bien ce message qu'il nous a adressé, c'est qu'en fait, le cartel bancaire est de plus en plus prégnant sur l'humanité, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui très très difficile d'échapper aux instances supranationales qui guident les politiques monétaires des pays. Et donc Satoshi nous a envoyé un message et nous a dit « Regardez, moi je vous propose une solution alternative ». Alors nous verrons malheureusement que cette solution alternative n'est pas tout à fait parfaite, mais en tout cas elle a assez vite remporté un franc succès. Donc le succès, il a commencé par ceci.
C'est-à-dire que là, je ne sais pas si les puristes reconnaîtront peut-être la page d'accueil du site Silk Road, qui était un des plus premiers et des plus gros marchés noirs de ce qu'on appelle le Darknet, le Dark Web, qui est en fait on va dire qui correspond au réseau Tor, donc à des sites internet qui peuvent être hébergés sans être tracés par les autorités. Et donc Silk Road, en fait, qui avait été créé par quelqu'un qui est aujourd'hui en prison pour 250 ans, Ross Ulrich, était un marché en fait totalement libre, totalement dérégulé, bon, qui n'était pas sans règles et sans éthique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de trafic d'êtres humains ou vendre des armes. Et il était essentiellement, on va dire, dédié à la drogue. Donc on a ici l'aperçu de cette page d'accueil de ce site qui a duré entre 2011 et 2013 et qui a en fait largement participé à la démocratisation de Bitcoin au début. Et donc finalement, dans un monde extrêmement régulé, les premiers finalement qui ont trouvé un intérêt à utiliser cet argent liquide numérique, ce sont les dealers, et puis évidemment les criminels, les malfaiteurs, comme ça a été souvent répété. Ce qui est vrai en fait, Bitcoin a été fortement popularisé par les marchés noirs. Puis est venu un deuxième cas d'usage, et ce deuxième cas d'usage en fait rejoint le cas d'usage finalement actuel, c'est le gambling, c'est le jeu. C'est-à-dire que c'est aussi le monde du jeu, le monde des casinos est assez fortement régulé. Ça allait évidemment moins sur Internet. Mais très vite, beaucoup de gens en fait se sont amusés, notamment pour tester l'efficacité de ce système de paiement pair à pair. Ils se sont amusés à jouer avec. Donc là, encore une fois, peut-être que ceux qui connaissent Bitcoin depuis longtemps reconnaîtront Satoshi Dice, qui est, je pense, le premier jeu de casino, qui est assez simplissime évidemment, qui proposait d'utiliser Bitcoin pour jouer, pour gambler, pour effectuer des échanges. Et donc ça, ce sont les premiers cas d'usage, c'est ceux qui ont évidemment été décriés, et c'est ce qui a fait que Bitcoin a eu du mal à pénétrer les esprits, en tout cas celui des citoyens honnêtes. Mais comme nous allons le voir dans la slide suivante, le cas d'usage d'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que c'est principalement? Alors évidemment, cette présentation est subjective, donc tout ce que je dis n'engage que moi. Mais le nouveau cas d'usage de Bitcoin, en fait, c'est principalement la spéculation. De par le monde, en fait, là on voit le graphique en logarithmique du cours de Bitcoin depuis quasiment sa création. Ce sont des données qui sont extraites du BLX Exchange, du Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin, qui regroupe, qui amalgame les données de plusieurs exchanges, et donc on peut remonter assez loin grâce à ce BLX. Et on voit finalement que Bitcoin a connu une évolution en bulles successives. Donc on voit notamment cette première bulle qui correspond effectivement à Silk Road et avec un pic vers un peu avant 2012. Une deuxième bulle qui correspond à la suite de l'apparition de Bitcoin, de la diffusion de Bitcoin sur Internet, et qui correspond aussi à la crise chypriote. Donc pour ceux qui s'en souviennent, Chypre en 2013 a été touché par une mesure tout à fait arbitraire des banques, en fait, qui a notamment ponctionné purement et simplement sur les comptes bancaires de ses citoyens. Et certains de ces citoyens ont probablement vu en Bitcoin un intérêt pour conserver de la valeur sur le long terme, et ça pourrait expliquer cette deuxième phase. Ensuite, nous avons la fameuse traversée du désert de Bitcoin, qui dure quand même 2 ans, qui dure de 2014 à 2016 environ. Et puis la fameuse pump, l'immense bulle que nous connaissons tous, qui a vraiment vu Bitcoin quand même se populariser de 2017 à 2018. Et depuis, nous sommes dans un marché qu'on pourrait qualifier de globalement baissier, mais qui est quand même qui est déjà très agité et très volatile, et qui me fait dire en fait que la plupart des gens pour l'instant utilisent quand même Bitcoin pour spéculer, pour gagner de l'argent, et pas spécialement pour être libre. C'est ce que Satoshi en fait voulait nous dire. Ok. Voilà, ça y est. Et donc que fait la Big Money avec Bitcoin en fait finalement? Que fait la Big Money? Déjà on peut se poser la question, est-ce qu'elle est là la Big Money? Donc là à gauche, vous voyez le magnifique logo de Fidelity Asset Investments, qui est donc un très gros fonds d'investissement américain. Et celui du Chicago Mercantile Exchange, qui est la plus grosse bourse de produits dérivés au monde. Et
Et on peut se dire quand même que voilà, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent parce que tous ces trillions qui sont imprimés par les banques, ils tombent entre peu de mains certes, mais il y a quand même des gens qui en voient la couleur. Et en réalité, on peut se dire finalement, après avoir regardé le graphique précédent, que ces gens-là ne sont pas vraiment pour l'instant entrés sur Bitcoin en masse, et que ceux qui y sont entrés ont beaucoup de pouvoir, concentrent beaucoup de Bitcoin dans peu de mains, et peuvent ainsi fortement influer sur son cours. Donc, ce que je ne vais pas forcément critiquer, parce que c'est le principe d'un marché libre, c'est que chacun est libre d'acheter faire ce qu'il veut avec ses actifs. Donc s'ils veulent par répétition, ils peuvent le faire très probablement. Et évidemment, on n'est pas forcément prêt de revoir l'euphorie, à mon sens, de 2017, même si tout le monde s'y attend, notamment avec le halving et avec la crise économique dont on a parlé et dont on va parler. Donc encore une fois, là j'ai remis le graphique, cette fois-ci pas en logarithmique, pour qu'on voit bien quand même l'accélération énorme en 2017 et puis la grosse, on va dire la grosse dump de 2018. Et donc pour les regards de ce graphique, finalement on est encore entre on va dire les niveaux de près 2017, un peu en dessous de $1000 et le pic à $20 000. Donc c'est quand même assez difficile quand on voit un graphe pareil de faire de l'analyse technique et de prédire quel va être l'avenir. Bon, cependant on peut avoir quelques indices évidemment et notamment en fait quelle va être l'adoption, c'est-à-dire que pour que Bitcoin finalement soit adopté, qu'est-ce qui lui manque et là j'ai mis ce célèbre mime en fait assez connu sur les hodlers de Bitcoin et qui illustre à mon sens on va dire un des premiers obstacles à l'adoption. Et il y a bien sûr ce qui est relatif à la réputation de Bitcoin qui est quand même assez mauvaise, il faut bien le dire. Il y a aussi ce qui est relatif à ce que la société, à la fois les gouvernements, les politiciens, mais on va dire le citoyen lambda pense de Bitcoin, et un peu cette espèce de prétention, de religiosité que peuvent avoir aussi les hodlers de Bitcoin, moi le premier, et finalement ce qu'est réellement Bitcoin. Bitcoin, ça reste quelque chose de terriblement expérimental, qui n'a jamais été finalement vu dans l'histoire et qui est très jeune. Bitcoin, c'est un tout petit enfant, on est à une dizaine d'années, et donc finalement pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas si répandu que ça, il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent, et peut-être on va essayer de voir pourquoi finalement c'est pour l'instant si peu utilisé, à part pour spéculer dans le monde occidental tel qu'on le connaît. Et je voudrais avant parler du principal obstacle à mon sens à l'adoption. Et le principal obstacle à l'adoption à mon sens, contrairement à ce qui se dit beaucoup notamment dans les médias crypto, où je vois des articles où les gens se réjouissent des régulations de telle ou telle crypto-monnaie, de tel ou tel pays régule Bitcoin, c'est génial, ça va permettre l'adoption, mais en fait je pense que c'est exactement l'inverse. Parce que tout simplement ce qu'on voit ici, là, le KYC, le fameux KYC, ça contrevient totalement à ce que nous a dit Satoshi Nakamoto et à ce qu'il souhaitait. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas anonyme. L'est de moins en moins. Les utilisateurs de Bitcoin sont des fois encore plus surveillés que les utilisateurs des systèmes de paiement classiques et des réseaux bancaires classiques. Bitcoin est fortement taxé et quand Madame Michu veut s'inscrire sur une plateforme de change, même si on va dire elle est arrivée à outrepasser l'aspect technique, elle est peut-être plus partisane des pièces d'or sous l'oreiller que de donner toutes ses données personnelles à des entités qu'elle ne connaît même pas, qu'elle ne comprend pas, et qui visiblement ne lui veulent pas, qui ne lui veulent pas toujours du bien, notamment justement quand il y a des crises systémiques et que le système s'effondre. Donc c'est très probablement un gros obstacle à venir pour l'adoption de Bitcoin, et je rejoins ce qui a été dit précédemment par rapport à la régulation. C'est assez difficile de faire des prévisions, mais les puissants qui nous dirigent ont tout à fait les moyens en fait de freiner l'adoption de Bitcoin par la régulation, et si Bitcoin leur pose problème, ils le feront, rassurez-vous. Donc maintenant on va voir déjà finalement est-ce que pour l'instant on peut vraiment dire qu'on est en crise. Alors là c'est quelque chose qui est assez fascinant, c'est que tous les médias
qui traitait, on va dire, les collapsologues de complotistes, de conspirationnistes, d'oiseaux de mauvais augure il y a quelques années, sont maintenant encore plus catastrophistes. On parle de récession, certains de dépression. Et, finalement, on va essayer de voir si on peut vraiment qualifier ça pour l'instant en l'état. Est-ce que nous sommes vraiment en pleine crise? Est-ce que nous sommes dans une grande dépression? Donc évidemment, on va regarder un peu l'histoire pour avoir un point de comparaison. Et un point de comparaison qui est évidemment assez connu, c'est la fameuse crise de 1929, illustrée par la photo de gauche. Alors là, j'ai mis le graphique, alors comme j'étais pas sûr de la visibilité, j'ai mis le graphique en rose et pas en chandelier, mais c'est l'historique donc sur un siècle du S&P 500. Donc le S&P 500, c'est l'indice de Standard & Poor's qui regroupe à peu près 80% des valeurs boursières américaines. Et donc là, si on va tout à gauche, est-ce qu'on peut courir? Oui. Si on va tout à gauche, on voit, ça commence en 1920, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et nous arrivons ici, où nous voyons deux jolies vagues qui correspondent à on va dire, à la bulle, ce qu'on appelait la bulle tech des années 2000, la bulle Internet, puis la bulle, on va dire, de ces fameux, enfin, la bulle de ces fameux produits dérivés, la crise des fameux subprimes, où il y a eu à nouveau une correction. Et après 2008, on peut s'apercevoir qu'on est allé to the moon en fait. Et là, tout à droite du graphe, en fait, on a la correction de 17% dont il a été mentionné tout à l'heure. On va zoomer un peu maintenant sur 1929, parce que ce n'est pas visible, évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'argent finalement. Et on peut essayer de se dire, qu'est-ce qui s'est passé en 1929, quel était l'état du S&P? Et j'ai tracé une petite ligne de support, qui en fait, cette ligne de support correspond au niveau du début du siècle dernier, donc 1900, 1910, etc. Et on voit que dans les années 20, notre S&P a été projeté, pareil, à des sommets, et la crise de 1929 l'a fait revenir à des supports qui n'avaient jamais été vus, qui n'avaient été vus que 10 ans avant, que plus de 10 ans avant. Et ça, je ne l'ai pas indiqué sur le graphique, mais ça correspond quand même à une correction de 85%, donc on est très loin des 17% qu'on connaît sur le Dow Jones ou sur d'autres indices comme ça actuellement. Et on voit surtout que ça a duré assez longtemps. C'est-à-dire 50 en fait, tout simplement. Donc, et le bear market en lui-même, le bear market en lui-même, la récession a duré près de 3 ans. Donc sur le graphique là, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc là pareil, j'ai mis une droite de support et une droite qui était une droite de résistance, mais qui peut probablement représenter la prochaine droite de support au cas où on a une vraie récession, un vrai crash des marchés. Et donc on va voir que finalement, pour l'instant on en est loin. Si on voit ce graphe, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment en crise? Est-ce que c'est pas juste un petit tremblement pour l'instant? Et donc la réponse du système, c'est comme ça a été indiqué, j'ai remis à peu près la même chose que ce qui a été indiqué précédemment, injecter des liquidités massivement. C'est la réponse qu'a trouvé le système à tout ça. Et donc à quoi ça peut nous mener? Eh bien probablement ceci, à l'hyperinflation, même si c'est discutable. Évidemment, j'ai remis une image des années 20 et une image de 2020 ou 2019, je crois. Et donc l'hyperinflation, en fait, ça existe déjà dans certains pays, et notamment le Venezuela. Et que fait le Venezuela? Étrangement, Bitcoin a pour lui une utilité croissante. Et c'est là qu'on voit finalement qu'il y a des gens qui ont compris ce que voulait nous dire Satoshi, qui ont compris à quoi pouvait servir Bitcoin et qui ont compris en fait qu'en cas d'hyperinflation, donc on est proche des peut-être, certains disent 1 million de pourcents au Venezuela. Et là quand on compare ça, on voit finalement que le volume échangé de Bitcoin dans le monde ces dernières années a correspondu à l'activité des traders pour l'essentiel de l'humanité, mais a correspondu à un besoin réel pour le pays qui connaissent l'hyperinflation. J'ai mis le Venezuela, j'aurais pu mettre l'Argentine, j'aurais pu mettre d'autres pays qui ont un graphique similaire. Et évidemment, il y a des risques pour Bitcoin. Il y a des risques, alors là, j'ai illustré le risque par cette image, le risque de blackout, plus d'électricité, un raid sur les mineurs chinois par le gouvernement. Mais c'est pas le principal, évidemment. Le principal risque, comme je le disais, c'est tout simplement si les gouvernements et les banques
et les entités supranationales qui gouvernent les gouvernements interdisent en fait purement et simplement l'accès à Bitcoin, ça deviendra plus difficile de s'en servir. Bon, cependant, pour garder un peu d'optimisme, est-ce que Bitcoin est prometteur? On peut se dire que oui quand même. Hein. Là, on voit que les technologies quand même mettent un peu de temps à être adoptées et ça sera sans doute le cas pour Bitcoin. C'est un peu plus, c'est évidemment là, mais ça pourra arriver et effectivement cette crise pourrait le précipiter. On peut aussi voir finalement que Bitcoin, malgré tout, voilà, même si on va dire, il a été fortement corrélé à certains marchés récemment. Comme ça a été dit tout à l'heure, hein, ça reste quand même un actif qui est assez décorrélé de tout ce qui se passe ailleurs. Et cette corrélation récente est sans doute due au fait qu'il y a beaucoup de cette big money qui spécule autant sur Bitcoin que sur d'autres marchés et qui donc sedge avec Bitcoin quand ces marchés-là ne vont pas bien ou qui prend plus ou moins les mêmes positions sur ces marchés. Mais tout ça peut changer. Et là, j'ai mis ça pour vous donner quand même un petit ordre de grandeur. Pour l'instant, Bitcoin, c'est petit. Bon, les données ne sont pas tout à fait à jour, mais les ordres de grandeur sont bons. On a tout en haut de notre pyramide des liquidités les produits dérivés qui représentent 1200 trillions de dollars. Certains diront 2, certains diront 2000, certains diront 1500. Et ça représente beaucoup d'argent, à peu près 5 fois la dette mondiale, hein, à peu près plus de 15 fois la monnaie en circulation. Et donc finalement, Bitcoin, les crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies qui est toujours inférieur au trillion, a quand même une marge de croissance relative hein, qui est assez visible. Et pour conclure, je dirais, pour que quelque chose soit finalement, pour que quelque chose ait de la valeur, et évidemment en tant que la plupart des bitcoiners souhaitent que Bitcoin ait de la valeur, il faut deux conditions qui sont cumulatives, c'est la rareté et l'utilité. La rareté, on en est sûr pour Bitcoin, vu que c'est mathématique, c'est programmé. Et l'utilité pour l'instant, on la voit, j'ai essayé de donner à mon sens quelle était l'utilité principale, hein, c'est-à-dire la spéculation, mais comme on peut le voir, peut-être que cette crise fera apparaître l'utilité réelle de Bitcoin, qui est finalement le moyen de s'émanciper du système bancaire, et on peut espérer que ça s'accélère dans les mois à venir, l'espérer ou pas. Merci à tous pour votre attention et j'espère que j'ai pas trop débordé sur mon temps. Alors écoutez, on espère que le live sur Twitch se passe plutôt bien, on a plutôt des bons échos. Donc merci à tous les intervenants pour ces présentations très qualitatives, un peu techniques mais qui ont quand même été très bien vulgarisées je trouve. Après mon avis est biaisé mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on arrive à faire un événement qualitatif pour vous, gratuit, en live et de qualité. Alors maintenant, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de vous donner la parole un par un, là on est à peu près 25 dans la salle, on est une petite vingtaine. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais donner la parole à tout le monde. On compte sur vous pour pas parler, pour pas vous couper la parole et pour pas dire n'importe quoi, sinon du coup on va devoir vous éjecter de la conférence, ce qui serait vraiment dommage. Donc je vais vous laisser poser vos questions une par une et parler s'il vous plaît avec vos micros simplement, allumez vos micros quand vous parlez et ensuite vous les éteignez s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Et je pense qu'on peut faire une petite pluie de cœur pour tout le monde et ça serait bien que nos caméramans montrent un petit peu l'amour qui est dans cette salle. Voilà. Hop là. Donc là, normalement, vous pouvez vous exprimer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le stream également. Si vous en avez, on peut les faire remonter ici. Là, vous pouvez vous exprimer, donc tous vous démute, hein, normalement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On a une question dans le chat de Twitch. Oui. Donc on a Johan qui demande que pensez-vous des stablecoins en tant que solution anti-crise, sachant que le Bitcoin est vu comme une réserve de valeur en temps de crise. Donc Guillaume, je sais pas si tu veux répondre à cette question. Alors les stablecoins anti-crise, je sais pas, je vois pas vraiment le rapport. Après, comme on l'a dit dans la présentation,
Le Bitcoin, c'est pas vraiment un actif anti-crise, puisque pendant les crises traditionnelles, on l'a vu, il est capable de chuter comme tous les autres actifs, en particulier quand il y a des problèmes de liquidité sur les marchés. Le Bitcoin, c'est plus, comme on l'a vu, un hedge contre une chute dans la confiance des monnaies, contre l'hyperinflation, etc. Les stablecoins aujourd'hui, ça reste juste des dollars, finalement. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt d'un stablecoin comme une solution anti-crise. Moi, je pense qu'en fait, il voulait peut-être parler au niveau trading, enfin, peut-être que comme son portfolio a chuté, mettre tous ces actifs comme le Bitcoin, par exemple, le trader contre du Tether ou peut-être tu vois, Alors oui, du Maker, du DAI, comme ça. Enfin, pas le Maker, mais le DAI. oui, forcément. Après, voilà, il y a toujours le risque de faire un trade perdant, hein, vu la volatilité du Bitcoin. Mm. On l'a vu sur la première slide, il tombe à 3000, 20 minutes après, il remonte à 6000, ensuite il retombe à 4000. Si dans cette période de temps, vous changez en stablecoin, etc. En plus de ça, je dirais que malgré tout, cette possibilité dont tu parles, Thibaut, d'échanger ces bitcoins en stablecoin pour anticiper une crise, ça veut dire que vos bitcoins sont sur un exchange, et après, laisser ces bitcoins sur un exchange, même laisser ces Tether ou ces USDC sur un exchange, ça reste risqué. Et je pense que la meilleure des solutions, c'est celle qu'on a vue à la fin de nos présentations, c'est de holder. Et peut-être qu'on abordera dans un autre meet-up le dollar cost averaging pour acheter du Bitcoin. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On a une deuxième question de Sarah A, qui demande quels sont, d'après vous, les effets du halving sur le Bitcoin. Donc pour ceux qui ne savent pas, le halving, c'est la récompense de minage de Bitcoin qui sont divisés par 2 tous les 4 ans. En fait, moi je pense que déjà, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on est, qui est inédit, c'est-à-dire pour tous les marchés financiers. Là, on a une visibilité qui est très faible au niveau économique et financier. Donc, ce n'est pas un halving qui va ramener le Bitcoin à des sommets qu'il a pu atteindre quelques années avant. Donc, je ne pense pas que ce soit... La vraie question, c'est que les actifs, ils s'adaptent à leur contexte, en fait. Donc, c'est le premier point à prendre en compte. Après, le second, comme l'a dit Fanny, c'est qu'au niveau fondamental, oui, ça va avoir un impact. Oui, ça devrait faire augmenter les prix. Après, la question, et ça c'est mon avis personnel, qui n'engage que moi, c'est que en fait, ce qui est rare est cher. Et donc, oui, ça fera augmenter les prix. La vraie question, c'est quand. Quand est-ce que ça va les faire augmenter? Je ne pense pas que ce soit la période propice, là, maintenant, tout de suite, à moins que le Bitcoin soit perçu par les investisseurs comme une réserve de valeur. Et comme tu l'as dit justement, Morgane, tout à l'heure, il est trop jeune encore. Il est trop jeune, c'est-à-dire que... Enfin, d'ailleurs, tu as levé la main, Morgane, donc n'hésite pas à intervenir. Non, mais je te laisse finir. Ouais, Ah non, mais écoute, moi j'ai terminé. Non, Pas de souci. Du coup, Sarah a précisé sa question sur a précisé sa question sur le stream sur Twitch, et donc elle pensait plutôt au mining, donc à l'impact du halving sur le mining. Donc je vais peut-être embrayer. Enfin, moi j'en ai un peu discuté avec notamment Seb Gouspiou, qui est donc peut-être l'un des mineurs professionnels les plus connus en France, donc qui est le patron, le cofondateur de Big Block Data Center, qui est une entreprise de mining qui est basée en Bretagne et qui opère un peu partout dans le monde, principalement au Kazakhstan. Et donc en fait c'est vrai que c'est quelque chose, la question du halving revient régulièrement, enfin la question de l'influence du halving sur le mining. Et donc si on regarde historiquement, c'est vrai qu'à chaque halving, il y a eu un peu une peur de voir une espèce de spirale de la mort se mettre en place au niveau du mining, c'est-à-dire que les miners ne soient plus rentables parce que la récompense est divisée par 2, qu'ils débranchent leur machine et que ça ne s'arrête pas et qu'on perde la puissance de minage. Donc ce qui est certain, c'est que juste après le halving, il y a des mineurs qui vont plus être rentables et qui vont débrancher. Ça, c'est un fait que personne ne songe même à remettre en question. Mais du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer la puissance de calcul totale. Et donc 2 semaines plus tard, on va avoir un ajustement de la difficulté. Et donc, en conséquence. Donc ça deviendra plus facile de miner du Bitcoin. Il y a quelques mineurs qui vont revenir.
Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on aura autant de mineurs après le halving qu'on en a maintenant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est à un all-time high en termes de puissance de calcul sur Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin est aujourd'hui vraiment extrêmement sécurisé. Et je pense qu'on peut se permettre de l'être un peu moins, c'est-à-dire d'avoir un peu moins de puissance de calcul. Ça ne va pas remettre en cause la sécurité de Bitcoin, qui est déjà énorme. Alors après, donc on va sûrement avoir, comme je le disais, une perte de puissance de calcul juste après. On va en retrouver. Et il ne faut pas négliger non plus le fait que les ASIC sont de plus en plus performants, que pour le moment, la croissance de la performance et de leur efficacité énergétique est toujours maintenue. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter. Voilà, donc les nouveaux ASIC S19, par exemple, là, qui battent encore tous les records. Donc tout ça fait qu'il n'y a pas vraiment de raison aujourd'hui d'être inquiet sur l'existence d'une spirale de la mort au niveau du mining. Elle a été annoncée à chaque halving, pour l'instant elle ne s'est jamais produite. Je ne vois pas vraiment de raison pour que ça change aujourd'hui. Et je rajouterais qu'il y a un ajustement automatique en fait. Et il y a un ajustement économique qui est automatique en fait, tout simplement. Question de Prison Tech qui demande que pensez-vous de l'initiative de monnaie de banque centrale de la Banque de France et est-ce qu'elles vont pouvoir faire face aux initiatives comme Libra? Alors, écoutez, moi je veux bien me lancer dans un début de réponse. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, parfait. Alors, Prends le micro, peut-être. comment dire? À l'heure actuelle, les monnaies de banque centrale ont justement pour objet de concurrencer Libra et ce qui ressort du rapport du FSB, c'est justement qu'ils tous les États veulent éviter qu'on vienne concurrencer leur souveraineté monétaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Libra a été obligé de revoir complètement la philosophie de son projet et d'une seule currency unique avec un basket de devises. Donc le FSB a notamment pointé le fait qu'il y avait un gros risque de déséquilibre des marchés financiers parce que potentiellement 2 milliards d'utilisateurs. Donc la régulation internationale s'achemine doucement vers le fait d'interdire, de manière plus ou moins insidieuse, les entreprises d'émettre un stablecoin à vocation globale. Donc je pense que les banques centrales ont tout à fait leur place, étant donné que Libra va en avoir beaucoup moins. Après, quant à l'intérêt que peut avoir une monnaie de banque centrale, ça je laisse à l'appréciation finalement de chacun, ce sera jamais qu'un euro digital. Et pour compléter ce qu'a dit Tieton, une chose qu'il faudrait préciser notamment sur le projet Libra, et qui renforce encore un petit peu, on va dire, la résilience du protocole Bitcoin, c'est que Libra, voilà, on peut exercer une pression des régulateurs sur Libra. On peut demander à Mark Zuckerberg de venir témoigner devant le Sénat américain. Par contre, voilà, pour Satoshi, il a eu la sagesse, on va dire, de s'écarter du projet, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, voilà, il est décentralisé. On ne peut pas appeler Satoshi devant le Congrès pour lui demander de changer, on va dire, le protocole Bitcoin. Donc ça fait aussi partie de la différence du Bitcoin avec ces monnaies comme le Libra. Et ça montre aussi que voilà, c'est un projet qui ne peut pas être répliqué aujourd'hui. Et si Libra essaie, peut-être que d'autres essaieront, et n'arriveront jamais à reproduire ce qu'a reproduit Bitcoin. C'est ça, et en fait, oui, je rajouterais, Guillaume, que c'est juste une question de... En fait, c'est l'entité créatrice qui effectivement a une vision, mais on ne peut pas vraiment comparer le Bitcoin à une monnaie digitale, parce qu'en fait, ça fait pas de sens, ça vise pas les mêmes personnes. Le Bitcoin, on sait tous effectivement qu'il a que 10 ans, qu'il visait que des geeks au début, des informaticiens. Ensuite, il a visé le darknet, comme tu l'as dit, Morgane. Et puis aujourd'hui, on voit que sa technologie est réutilisée pour d'autres applications qui sont massives. Est-ce que le Bitcoin va être utilisé en marge? Est-ce que ça sera son rôle? Eh bien, oui et non, mais il y a un sujet, tiens, d'ailleurs, très intéressant qu'on n'a pas abordé, c'est pour les pays en voie de développement. C'est-à-dire que là, il ne faut pas oublier que cette conférence, etc., on l'a fait d'un point de vue de notre prisme, qui est qu'on est tous dans un pays développé. Et en fait, il y a des pays pour lesquels les cryptoactifs, notamment en Afrique,
dans certains pays d'Asie, au Venezuela, tu l'as dit aussi, Morgane, tu l'as évoqué, pour lesquels les crypto-monnaies, en fait, l'aspect agnostique des crypto-actifs, l'aspect immuable, qu'on ne peut pas censurer des crypto-actifs, est beaucoup plus important et utile là-bas que ici. Parce qu'effectivement, nous, on a un système monétaire. On a un problème de son avec Thibaut, je crois. Ah, Si quelqu'un veut rebondir, peut-être. ça avait freeze. Pas le seul. Bah, je vais peut-être enchaîner en attendant que Thibaut revienne. Donc effectivement, pour suivre ce qu'il disait, je pense qu'il disait qu'effectivement, voilà, il y a des pays où c'est beaucoup plus important d'être résistant à la censure. Notamment voilà, des pays où je me souviens de la Tchétchénie, où il y avait les populations homosexuelles avaient des gros problèmes d'accès à leurs fonds, à eux, qui détenaient sur leur propre compte en banque. Donc effectivement, il y a des pays où c'est beaucoup plus important. Nous encore, on est assez bien lotis. Et justement, ça m'emmène vers la notion de crypto-monnaie étatique. D'une part, et je l'ai vu passer dans le chat sur Twitch, il est vrai qu'elles n'ont pas la décentralisation la Bitcoin par définition. Et par contre, a priori, elle risque d'avoir sa transparence. Parce que Bitcoin n'est pas du tout anonyme, on l'a souligné. Au contraire, tout est écrit dans le registre et tout est lisible partout dans le registre. Donc ça pose de grosses questions en termes de traçabilité des flux monétaires dans des pays qui sont un peu limites niveau droit de l'homme. Je pense bien entendu à la Chine, on a les premières images du crypto-yuan qui ont fuité il n'y a pas longtemps. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant dans la mesure où on sait que c'est un gouvernement qui est plutôt autoritaire. Le seul intérêt que je vois des crypto-monnaies de banque centrale, c'est le fait de pouvoir, pour un citoyen, détenir vraiment ses euros, donc ses crypto-euros, sur son hardware wallet, enfin son portefeuille, sans devoir pour le citoyen d'utiliser un crypto-euro. Et au contraire, je trouve ça plutôt inquiétant, notamment du point de vue vie privée et risque de censure. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États ont le monopole de la violence légitime et que donc du coup, ce qu'ils ne peuvent pas faire sur Internet, ils peuvent le faire par contre dans le monde physique. Alors, Fanis, j'ai vu passer un petit point dans le chat auquel je me permets de répondre. Ça concerne les mineurs et l'interdiction des mineurs, notamment Hamza Lajaj, que je salue, qui discute. En fait, à l'heure actuelle et en l'état des choses, on ne peut pas réguler les activités de minage, tout simplement parce que en fait, personne n'a d'emprise sur ce que vous faites de votre matériel informatique, ni le cloud mining, parce que les contrats en l'état actuel des choses, qui régulent ce genre d'activité entre le provider et le client, fait que c'est juste des contrats qui allouent de la puissance de calcul sur les serveurs et qui spécifient pas l'activité qui en est faite. Donc, à moins de vraiment d'interdire tout simplement le fait de miner en tant que tel, à l'heure actuelle, c'est pas possible d'interdire ces activités. Donc, il y a un vrai problème entre le juridique et... Ce qui est utile ouais, vas-y, Thibaut. Parce qu'on ne peut pas interdire techniquement, oui, on ne peut pas interdire le minage. Empêcher les gens de miner, on ne pourra pas empêcher les gens d'échanger du Bitcoin. Donc en fait, ça, les législateurs le savent très bien, ils le prennent en compte et en fait, ils sont obligés de faire avec Bitcoin. Moi, je pense que Bitcoin, c'est un nouveau souffle, si vous voulez, pas pour l'économie, etc., mais c'est un nouveau souffle de liberté. C'est-à-dire que ça ne va pas remplacer l'euro, ça ne va pas remplacer nos monnaies traditionnelles, parce que si elles sont là, c'est parce qu'elles structurent notre société, elles structurent notre quotidien. L'argent dette, il ne sert pas à rien non plus. Il nous permet d'être là en réalité virtuelle aujourd'hui, il nous permet de vivre au quotidien, d'acheter des voitures, etc. Alors après, il y a la société de consommation qui n'est jamais très loin, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que le Bitcoin, c'est ça, c'est un regain de liberté que les gens peuvent choisir en fait. Donc, personne n'est obligé, et il y en a beaucoup qui ne le choisiront pas. Mais moi, je pense que c'est ça aussi une partie de la philosophie du Bitcoin au XXIe siècle, une des lectures qu'on pourrait en faire, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un petit message qu'a mis Frédéric Martin dans le chat.
qui serait utile de rappeler, hein, qu'il ne faut pas se laisser avoir par des arnaques. Ouais, je pense que ton micro est coupé, mais du coup, faites attention à vos investissements. D'ailleurs, Ouais, ne vous laissez cette pas avoir par des conférence- arnaques comme BitConnect, Zitcoin, etc. Donc merci Exactement. Frédéric d'avoir rappelé ça. Peut-être même Bitcoin Cash aussi. Et voilà, donc faites attention avec votre argent. Absolument. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que donc, pour cette conférence, nous n'avons pas, il s'agit absolument pas de conseils d'investissement. C'est purement, nous sommes des associations. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et fait ces événements sur Twitch. Et écoutez, on a touché quand même beaucoup de personnes en ligne. On vous fera un rapport assez rapidement. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez rejoindre le projet, si vous avez d'autres questions, ou si vous êtes des sociétés, des entreprises, si vous voulez travailler avec nous en tant que association étudiante, n'hésitez pas à nous contacter. Vlad, le micro est... Où est Vlad? Ah, Ah, bah, Il je est là. crois qu'il a. non, c'est bon. Normalement, Vlad, tu Là, peux c'est bon t'exprimer. Ouais, Oui. absolument. Alors du coup, j'avais une question. Est-ce que vous êtes plus des traders ou des holders du coup? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? Ça va Moi, je dépendre vais pas- beaucoup des profils, parce qu'on est nombreux quand même dans l'assaut. Donc je sais pas, on pourrait chacun répondre individuellement, il y a de tout. Et puis de même si tu poses la question, est-ce que vous êtes plutôt diversifié sur plein de cryptos ou bien plutôt maximaliste au niveau de Bitcoin, bah, pareil, tu auras la même réponse. Comme on est assez nombreux, il y a un peu tous les profils. C'est Donc, ça, et c'est justement si, cette diversité. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous demande où est-ce qu'on est basé. Donc en fait, on est basé dans des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs dans 4 villes. Donc on est présent à Marseille, en campus de Liège notamment, à Lyon, à Rennes et à Paris. Et vous avez ici, ça serait peut-être bien que les caméramans vous montriez un peu la salle. Là-bas, on a une petite salle. Enfin, si vous pouvez faire un petit tour, ça serait vraiment super. On a les logos des écoles, nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à nous suivre. Nous, c'est pour vous qu'on fait ça, vraiment, à 100%, on n'est pas payé. C'est un vrai plaisir de le faire. On est les premiers à se former, en vous expliquant toutes ces connaissances qu'on vous a transmises, on espère, en 1h30. Merci à Morgane pour l'intervention, très qualitative. Et puis, écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, merci. Et on fera des événements en anglais aussi, hein, donc il n'y a pas de souci pour toucher la communauté anglaise. Et je le rappelle, sur d'autres sujets différents, comme l'intelligence artificielle, les objets connectés et aussi la réalité virtuelle. Donc merci à tous.